Quelque chose de bouleversant est en train de se produire au cœur même des États-Unis, mais presque personne n'en parle. Ce n'est pas une tempête, ce n'est pas une guerre, c'est quelque chose de plus silencieux et de bien plus dévastateur. 50 000 fermes ont disparu de la carte en moins d'un an. 50 000. Un exode agricole massif qui a déjà vidé des vallées, ravagé des communautés et condamné des milliers de familles à abandonner la terre qui, pendant des générations, a nourri une nation entière. On l'appelle le grand exode agricole américain, et c'est sans aucun doute l'un des effondrements ruraux les plus catastrophiques du siècle. Le pays qui fut autrefois le grenier du monde voit aujourd'hui ses champs brûlés, littéralement, faute de bras pour récolter, faute de prix suffisant pour faire démarrer un tracteur, et parce que les portes du monde se ferment à ses exportations. Commençons par le Texas. L'aube se lève sur la plaine, et au loin, les vieux silos ressemblent à des guetteurs fatigués observant une mer dorée sans capitaine. Pendant des décennies, le blé texan a voyagé à travers la moitié de la planète et le lait de ses vaches a approvisionné la moitié des cafés du sud du pays. Aujourd'hui, alors que le soleil perce l'horizon, les premières colonnes de fumée s'élèvent. L'agriculteur lui-même a décidé de brûler ce qu'il appelait autrefois son avenir. Ce n'est ni une tragédie climatique, ni un sabotage. Il n'y a simplement plus de mains pour couper les épis, ni de camions réfrigérés prêts à payer pour les grains. Le feu, au moins, permet d'éviter la facture de l'exterminateur et éloigne les rats affamés. Le cœur de cette ruine bat au rythme d'un coût que plus personne ne peut assumer. Le diesel, autrefois allié bon marché, coûte désormais presque 3 fois plus cher qu'il y a seulement 2 ans. Les engrais, importés de pays lointains et soumis à des droits de douane changeant selon les caprices de Washington, arrivent en retard et coûtent nos chemins si cher qu'un sac d'azote vaut plus que la dernière récolte d'orge. Irriguer les champs nécessite de l'électricité, et la compagnie locale envoie des factures qui semblent des plaisanteries de mauvais goût à la table familiale. Pendant ce temps, la main-d'œuvre a disparu comme un troupeau effrayé. Près de la moitié des ouvriers agricoles étaient des immigrés sans papier. Et après les descentes du service de l'immigration, les fourgonnettes blanches ont emporté bien plus que de simples travailleurs. Elles ont arraché le dernier fil qui tenait ensemble le tissu social du ranch. L'histoire fait encore plus mal dans les étables. Les vaches doivent être traites toutes les quelques heures, sinon elles tombent malades, faute de personnel suffisant. Le lait est jeté dans des fossés improvisés et les veaux perdent leur nourriture. L'option légale consiste à embaucher par le biais du programme H2A, mais les formalités administratives et les frais dépassent les 20 000 $ par saison, un montant qui exclut tout producteur de taille moyenne. Ceux qui peuvent équilibrer leurs comptes vendent leurs terres à des fonds d'investissement venus de Toronto ou de Montréal. Ils pètent comptant, exigent une remise immédiate et prévoient de transformer les anciens champs de maïs en centres logistiques pour le commerce électronique, car les entrepôts promettent un rendement stable sans les incertitudes du climat ni celles du marché. Le coup de grâce est venu sous la forme d'une sécheresse et d'une diplomatie brisée. Le Rio Grande, ce fil bleu qui trace la frontière, s'est rétréci jusqu'à n'être plus qu'une ombre d'eau. Les États-Unis ont exigé du Mexique sa part d'eau en souffrance. Le Mexique a répondu en cessant d'acheter du coton et du blé à son voisin du Nord et en signant avec le Canada un accord de plus de 1,2 milliard de $ sur les céréales. Le Saskatchewan a célébré la nouvelle en lançant un programme de repeuplement rural. Il propose maisons, crédits à faible taux d'intérêt et assurance récolte à tout Texan prêt à recommencer sous un ciel qui gèle mais n'étouffe pas. Des centaines de familles ont emballé leurs photos de famille et pris la route vers le nord à la poursuite de la promesse d'un gouvernement qui les écoute enfin. Ce qu'ils laissent derrière eux, ce n'est pas seulement de la terre, ce sont des écoles fermées à cause de la chute de la taxe foncière, des cliniques rurales sans personnel, des lignes de bus supprimées et des messes du dimanche célébrées dans des églises presque vides. Dans la ville de Plainview, l'équipe de football américain a perdu la moitié de ses joueurs lorsque leurs parents ont quitté les terres. À El Campo, la dernière quincaillerie a baissé le rideau, car plus personne n'achète de pièces de rechange pour des tracteurs qui ne redémarreront jamais. Les jeunes qui restent regardent de l'autoroute et rêvent d'un emploi dans la centrale électrique ou l'atelier de pneus de Houston. L'agriculture, disent-ils, est un mot croisé dans une langue qu'ils ne comprennent plus. Le gouvernement fédéral a approuvé des lignes de crédit d'urgence et a temporairement baissé le prix du diesel agricole, mais les mesures sont arrivées comme une lettre en retard. Quand les fonds ont été disponibles, la majorité avait déjà vendu ses machines ou les avait perdues au profit de la banque. Les compagnies d'assurance, craignant des poursuites, ont augmenté les primes jusqu'à des niveaux impossibles et exigent via des systèmes d'irrigation informatisés qu'aucun agriculteur ne peut se permettre. Ainsi, chaque incitation devient un nouveau mur de conditions. L'histoire de cette terre se résume en une image.
Un vieil homme, chapeau à la main, observe les dernières bottes de foin en feu tout en comptant les pas jusqu'à la clôture. Il dit que son grand-père a semé ce champ quand les bisons erraient encore libres. Aujourd'hui, son arrière-petit-fils a abandonné l'université et travaille dans un supermarché à Amarillo. Le nom de famille est resté le même, mais la vocation s'est consumée avec le chaume. Le Texas a autrefois nourri les autres et s'est nourri de cette épopée. Aujourd'hui, il demande au ciel qui tiendra la table lorsque le dernier ranch allumera son propre bûcher funéraire. Pendant ce temps, le Canada signe des contrats, agrandit les silos portuaires à Vancouver et envoie des lettres de bienvenue à ceux qui partent. L'histoire n'attend pas, et la poussière de la plaine commence déjà à recouvrir les sillons, comme un linceul que personne ne se propose de soulever. Nebraska, l'aube dans la ceinture du blé, ne sent plus le pain tout juste sorti du four. Au ras du sol, le vent soulève des tourbillons de poussière qui tournent autour de moissonneuses immobiles, comme s'ils tentèrent d'en arracher un murmure. Jusqu'à récemment, les contrats partèrent de ces prairies vers les ports des deux océans et de là étaient distribués dans le monde entier. Aujourd'hui, en revanche, le mot contrat se prononce avec la même prudence que le mot tempête. Tout a commencé par un bruit lointain presque diplomatique. Lors du sommet de l'Alliance Atlantique, les journaux ont critiqué l'Espagne pour ne pas augmenter ses dépenses de militaires. Cela semblait un détail sans lien avec le maïs et le soja du Midwest, mais les importateurs européens ont réagi comme s'ils avaient entendu un coup de tonnerre. Ils ont préféré regarder vers le nord, vers un Canada sans controverse, et ont annulé des cargaisons. Du jour au lendemain, les greniers se sont remplis de grains sans acheteurs, et le prix du boisseau est tombé en dessous du seuil de rentabilité. Quand la balance penche, elle n'a pas besoin d'un coup supplémentaire, mais un autre coup est arrivé. La rude vague fongique du tar spot a envahi le maïs et le soja, laissant des taches noires comme de la cendre sur des feuilles jadis vert émeraude. Les banques de l'État, gardiennes d'un crédit qui semblait inépuisable, ont changé les règles. Les promesses ne suffisaient plus. Elles ont exigé des lettres signées par des acheteurs internationaux ou des assurances récoltes impossibles à financer. L'agriculteur qui ne remplissait pas ces conditions rentrait chez lui les mains vides et l'avenir hypothéqué. Les réparations de la moissonneuse-batteuse furent reportées, les semences de la saison prochaine ne furent pas commandées et l'atelier du village a commencé à fermer les lundis car le propriétaire n'avait plus de commande de pièces. La blessure s'est approfondie quand le Canada, les yeux tournés vers les marchés asiatiques, a annoncé que son volume d'exportation de blé avait augmenté de 20% en seulement 6 mois. Au port de Vancouver, ils ont agrandi les silos, les chemins de fer de la Saskatchewan, ont donné la priorité absolue aux wagons-greniers et les coopératives ont reçu des subventions pour garantir des prix minimums. La stabilité canadienne a commencé à attirer des commerçants japonais, des meuniers italiens et des entreprises de biocarburants qui ont encore besoin de maïs, pourvu qu'ils ne soient pas enveloppés d'incertitudes. Pendant ce temps, dans la plaine, la communauté a rétréci. Le district scolaire de Tailleur a suspendu les cours d'art faute de budget pour les peintures. L'hôpital du comté a réduit ses horaires de nuit et l'ambulance doit maintenant parcourir 80 km pour un accouchement urgent. La caserne de pompiers et de gages ne compte plus que sur des volontaires retraités. À la foire agricole de York, le traditionnel concours de pain de campagne s'est tenu avec de la farine canadienne, moins chère que la locale, et ce détail a déclenché des discussions qui résonnent encore dans les gradins vides. Le gouvernement fédéral a présenté un programme de secours avec des taux d'intérêt réduits, mais ils sont arrivés trop tard, comme des lettres perdues. Beaucoup avaient déjà démonté les silos ou vendu la moitié de leurs parcelles à des entreprises d'énergie solaire. D'autres ont émigré vers les Dakota pour tenter leur chance dans les champs pétroliers ou les parcs éoliens. Dans les villages, la voix des anciens sonne fatiguée quand ils se souviennent qu'aux années 80, il suffisait de semer et de faire confiance à la terre. Maintenant, disent-ils, la terre nous regarde comme si elle ne pouvait plus nous reconnaître. La génération suivante a quitté l'agriculture dans un silence qui fait plus mal que n'importe quelle protestation. Ceux qui vivent encore ici travaillent comme mécaniciens, camionneurs ou caissiers de supermarchés. Ils portent dans leurs poches des clés qui n'ouvrent plus le grenier du grand-père. Leurs enfants apprennent à l'école que le Nebraska fut un pilier du blé mondial, comme on apprend que les dinosaures ont autrefois peuplé la plaine. Avec curiosité mais sans attachement émotionnel. Sur la vieille route qui mène à Lincoln, quelqu'un a accroché une pancarte dessinée à la main « Moissonneuse-batteuse à vendre, peu utilisée, beaucoup d'histoire ». Les pneus sont couverts d'une fine poussière que la pluie n'ose pas toucher. Le vendeur attend assis à la porte de son pick-up, regardant passer un semi-remorque aux plaques d'Ontario. Il n'est pas besoin d'expliquer où ce camion chargé de silos portables se dirige. Le bruit de son moteur s'éloigne, emportant avec lui un autre morceau de la récolte qui ne sera plus la nôtre. Ainsi va la vie au Nebraska, un silence qui craque sous le poids des grains stockés, la certitude que la prochaine saison n'existera peut-être plus. Arizona.
Quand le soleil du désert se lève sans pitié, il peint les champs d'un blanc qui brûle la rétine. Pendant des années, cette lumière a été synonyme de récolte précoce, de légumes croquants envoyés dans tous les coins du pays et surtout d'opportunités pour ceux qui n'apportaient que des mains disposées. De Yuma jusqu'au bassin de Maricopa, les rangées de laitues et de tomates formaient un petit miracle en plein milieu de nulle part. Aujourd'hui, sous cette même clarté accablante, les sillons s'effacent et le vent soulève des toiles d'araignées de plastique arrachées aux serres vides. L'effondrement a commencé avec quelque chose de plus petit qu'une graine, la peur. Un matin de janvier, des véhicules sans signe distinctif se sont arrêtés devant plusieurs fermes sur la rive du fleuve Gila. Des agents fédéraux sont descendus avec des dossiers et des listes de noms. Ils cherchaient en des travailleurs journaliers sans papier, mais ce qu'ils ont emporté, c'est toute la routine. Les nouvelles ont couru plus vite que la chaleur et en quelques jours, 80% de la main-d'œuvre a disparu comme de l'eau dans le sable. Avec leurs mains, sont partis aussi les murmures en mixtéco et en espagnol qui remplissaient les matins de la récolte. Le silence est devenu insupportable, rappelant aux agriculteurs que la récolte ne se fait pas à coups de soleil, mais d'efforts partagés. La fuite des travailleurs a coïncidé avec la pire sécheresse jamais enregistrée. Le Colorado est arrivé dans l'État avec un débit rachitique et les autorités ont imposé des restrictions drastiques. Il a été interdit de creuser de nouveaux puits, l'irrigation a été rationnée, et les propriétaires ont été obligés de mesurer chaque goutte comme si c'était de l'or liquide. Les feuilles de laitue se sont flétries avant même d'avoir grandi, les tomates ont mûri sur des branches assoiffées, qui se sont ensuite brisées, et les melons se sont fendus sous leur écorce, incapables d'étancher leur soif. Certains producteurs ont essayé d'installer un goutte-à-goutte souterrain, mais l'électricité pour les pompes a doublé de prix, laissant le projet en simple intention. À la pénurie d'eau s'est ajouté un ennemi invisible, la grippe aviaire. En mars, les hangars de Pinal et Pima se sont remplis de sirènes et de combinaisons blanches. 6 millions de poules ont été sacrifiées en moins de 10 jours, une mer rouge qui a emporté avec elle des années de travail et des dettes encore à payer. L'État a promis des aides, mais les petites lignes exigeaient des certificats sanitaires et des audits que les petites exploitations ne pouvaient ne pas se permettre. Sans revenus ni soutien, beaucoup d'éleveurs ont vendu leurs terrains à des investisseurs qui ont construit des parcs solaires ou des entrepôts. La campagne a changé de couleur et de but. Là où résonnait autrefois le caquettement, bourdonnent désormais les ventilateurs qui refroidissent des batteries au lithium. Avec les journaliers partis et les animaux perdus, les coopératives agricoles ont fermé leurs portes. Les tapis roulants, préparés pour trier concombres et courgettes, sont restés arrêtés à mi-ligne, comme les squelettes d'un animal qui ne respire plus. Les usines d'emballage à Yuma ont licencié la moitié de leur personnel. Les stations-service rurales ont réduit leurs horaires et les trajets des bus scolaires ont été raccourcis parce qu'il n'y avait plus assez d'enfants vivant dans les ranchs. Le dimanche après-midi, le marché des producteurs montrait plus de stands vides que de caisses pleines. Les quelques paniers de légumes semblaient un souvenir nostalgique d'une splendeur qui s'évanouit à chaque coucher de soleil. Alors qu'Arizona agonisait, le Canada distribuait des invitations. La Colombie-Britannique avait besoin de mains expertes en culture sous serre. Le Manitoba cherchait des responsables de serres de poivrons. Et la Saskatchewan offrait des assurances agricoles subventionnées. Le programme Agri-Food Pilot a ouvert ses guichets en ligne et les candidatures sont arrivées de Nogales de Casa Grande, du cœur même d'un désert qui ne nourrit plus personne. Certains journaliers, qui auparavant craignaient la neige, l'accueillent maintenant comme une promesse de stabilité. Ils partent avec la terre sous les ongles et une photo décolorée des champs qu'ils ont aidé à faire fleurir. Les agriculteurs qui restent comptent les jours comme on compte les gouttes dans un canal d'irrigation. Un vétéran à Eloy passe en revue les sillons poussiéreux et murmure que peut-être le désert a toujours voulu cela. Récupérer ce qu'on lui a arraché à force de puits et de canaux. Une autre productrice à Buckeye garde la clé de la serre dans un tiroir et affirme qu'elle ne ressemblera pas si le gouvernement ne rend pas l'eau aux cultures. Les autorités annoncent un plan de sauvetage, mais les grandes lignes parlent de près, pas de remise. Californie, vallée centrale. Quand l'aube se répand sur les montagnes côtières et descend vers la plaine, la lumière devrait allumer une mosaïque sans fin de vignobles, d'amandiers et d'orangers. Pendant un demi-siècle, cette lueur matinale fut une promesse. La vallée centrale nourrirait la nation avec des fruits doux en hiver et des vendanges dorées en automne. Aujourd'hui, cependant, la première lumière découvre un paysage meurtri. Les sillons sont devenus des fissures, les arbres penchent comme de vieux fatigués, et les puits, jadis débordants, n'expulsent plus qu'un soupir de boue.
Tout a commencé par un bourdonnement inoffensif, le compteur électrique tournant plus vite que ce qu'un agriculteur pouvait imaginer. La sécheresse chronique a forcé à creuser plus profondément et l'eau souterraine montait grâce à des pompes électriques dévorant les kilowatts avec une voracité de sauterelles. En 2 ans, la facture d'énergie pour l'irrigation a été multipliée par 1,5. La 3e année, elle était doublée. Les coopératives d'électricité rurale ont averti que les prix continueraient d'augmenter parce que le système nécessitait des investissements. Les agriculteurs ont fait leur compte et ont découvert que chaque grappe de raisin coûtait plus cher à maintenir vivante qu'à vendre. À l'électricité s'est ajoutée l'interdiction. L'État, sous la pression de la loi protégeant les aquifères, a fermé la porte à de nouveaux puits et limité les heures d'extraction dans les puits existants. Beaucoup de producteurs ont ignoré l'ordre. Les amendes y sont arrivées par courrier recommandé, accompagnées d'un ultimatum: payer des milliers de dollars ou fermer les robinets. Certains ont choisi une voie inattendue. Ils ont arraché les arbres, vendu les tuyaux en PVC comme ferraille et loué leurs hectares à des entreprises de panneaux solaires. Leur future récolte serait des mégawatts, non des pêches. Alors que les pompes s'éteignaient, des inspecteurs sont apparus avec des capteurs de méthane et des compteurs de poussière. Les nouvelles normes d'émission exigeaient de tailler les amandiers à certaines heures, de recouvrir les chemins de gravier pour ne pas soulever de poussière, et dans les enclos des vaches laitières, de capter les gaz avec des digesteurs coûteux. Respecter chaque règle ajoutait des dizaines de milliers au budget annuel. Celui qui échouait faisait face à des sanctions dépassant les gains d'une saison entière. Sous cette pression, 45 exploitations moyennes sur 100 fonctionnaient déjà à perte, et leurs propriétaires hypothéquaient leur maison familiale pour payer l'amende et poursuivre, une année de plus, ce combat perdu. Puis est arrivée l'avalanche silencieuse des fruits étrangers. Tandis que les vergers californiens souffraient des pour l'eau, des conteneurs frigorifiques de Valparaiso et Guayaquil accostaient à Long Beach chargés de raisins, kiwis et mangues à un prix qu'aucune calculatrice de la vallée ne pouvait égaler. Sur les étagères des supermarchés, les pêches chiliennes arboraient une étiquette joyeuse et un prix inférieur à celui des pêches de Fresno. Les acheteurs, ignorant de l'agonie de la campagne, choisissaient les fruits les moins chers sans effacer leur sourire. Les enfants de la vallée ont compris que l'héritage était devenu un fardeau. Beaucoup ont vendu le vieux tracteur et se sont inscrits à des cours rapides de logistique ou de programmation. Un ancien producteur de prunes dirige aujourd'hui un centre de distribution à Madera. La petite fille d'un pionnier du coton travaille comme analyste de données à Sacramento. La terre qui définissait le nom de famille a cessé d'être un berceau de fierté pour devenir une note en bas de page. Entre-temps, le Canada a affiné sa stratégie. La Colombie-Britannique a doublé la production de cerises sous filet anti-grêle et climatisation assistée. La Saskatchewan, ennemie ancestrale du froid, a installé de vastes serres géothermiques pour pêche et nectarines hors saison. L'électricité, subventionnée par un gouvernement flairant l'opportunité, a rendu rentable ce qui était autrefois un rêve. Les emballages canadiens sont arrivés à Los Angeles dans des trains à tarifs réduits et les fruits portaient un label disant « Growing North Shipping Fresh ». Ainsi, chaque caisse était un rappel que la latitude n'était plus une destination, mais un départ. Dans la vallée centrale, ceux qui résistent restent. Un viticulteur à Lodi organise des dégustations sous les étoiles pour payer la facture de la pompe. Une coopérative à Tulare offre des promenades en charrette et des selfies parmi les amandiers en fleurs pour couvrir la police d'assurance. Ce sont des remèdes qui soulagent, pas qui guérissent. Le docteur de la clinique rurale de Hanford traite plus de cas d'anxiété que de coups de soleil. Les agriculteurs arrivent avec des factures en main et demandent des ordonnances pour dormir. Iowa. Le grain doré, qui autrefois ondulait comme une mer calme sous le vent du Midwest, craque maintenant avec un son sec, comme si chaque épi portait gravé le mot « faillite ». Ici, où les vieilles cartes postales montraient des silos argentés contre des ciels impitoyablement bleus, le calme est devenu un présage. Les agriculteurs se lèvent nos tôt comme toujours, mais avec le sentiment que leurs pas pèsent plus que la terre sur laquelle ils marchent. Le filet de malheur a commencé par la pluie, paradoxalement. Il ne pleut plus quand c'est nécessaire, mais quand le maïs vient juste de germer ou quand la moisson va commencer. Au cours des 18 derniers mois, les météorologues ont compté à peine 4 jours vraiment exploitables par mois. Planter est devenu un casse-tête d'heures perdues, les machines sont restées coincées dans la boue et la germination s'est retardée juste assez pour que le prix chute avant que le grain n'arrive au silo. Puis est apparu le tar-spot, un ennemi minuscule qui ignore les limites du comté. Son manteau noir s'est étendu sur les feuilles comme un avis de décès, réduisant le rendement et obligeant à doubler les applications de fongicides. Les prix des produits chimiques
déjà gonflés par des chaînes logistiques tendues, ont explosé encore plus. Chaque hectare est devenu un casino où l'agriculteur misait des dollars qu'il n'avait pas encore, espérant que le ciel et le marché ne lui retourneraient pas la main. Les caisses de crédit rural, autrefois si disposées à tendre la main, ont commencé à examiner les bilans à la loupe. La banque acceptait les délais seulement s'il y avait un contrat d'exportation signé et assuré. Ces contrats diminuaient parce que les acheteurs asiatiques préféraient le blé stable des prairies canadiennes. Les Européens, craignant des variations tarifaires, signaient des quotas avec l'Ukraine et la Pologne. Ceux qui n'ont pas signé ont perdu l'accès aux prêts, et sans prêt, la graine ne rentre pas dans la semeuse. La pression économique a creusé profond. Dans les tribunaux de l'État, les faillites agricoles au chapitre 12 se sont multipliées comme des coupures sur une surface desséchée. Beaucoup de familles ont perdu la terre transmise de main en main depuis 3 générations. La machinerie a été vendue aux enchères, la maison hypothéquée, les souvenirs emballés dans des cartons qui ont fini en banlieue de Des Moines, où le loyer est encore payé avec un salaire de supermarché ou d'usine d'aliments pour animaux. La blessure ne reste pas dans les livres de comptes. Les agriculteurs de l'Iowa font partie d'un tissu social fait de bénévolat, de chorales d'église, de patrouilles de pompiers volontaires. À chaque famille qui quitte la ferme, une lumière s'éteint dans la communauté. Le bus scolaire raccourcit son trajet, la boutique de pièces ferme tôt, la radio locale cesse d'émettre le bulletin agricole quotidien car elle ne vend plus assez de publicité pour payer l'animateur. Et au milieu de ce silence, les silos s'érigent comme des géants creux, plus hauts que jamais, mais aussi vides que la promesse de la prochaine récolte. Pendant que l'Iowa serre la ceinture jusqu'à sentir ses eaux, le Canada renforce ses réserves. Le Manitoba a signé un accord d'exportation de blé et d'avoine avec la Corée du Sud. La Saskatchewan a annoncé qu'elle couvrira la part de maïs pour l'industrie européenne des biocarburants. Le gouvernement canadien subventionne les assurances contre les climats extrêmes et facilite les crédits à des taux qui, en Iowa, semblent un rêve. Il offre même des ateliers gratuits de santé mentale pour les agriculteurs récemment arrivés du Sud, comme s'ils savaient que la blessure invisible voyage avec chaque boîte à outils. Les autorités fédérales à Washington ont lancé un plan de sauvetage d'urgence avec intérêts subventionnés et report de paiement, mais il est arrivé trop tard. Des centaines avaient été déjà remis la machinerie à la banque, d'autres, incapables de couvrir même la prime d'assurance, ont laissé leurs terres en jachère. Dans le comté de Story, quelques coopératives tentent une autre voie. Elles fusionnent les terres entre voisins, partagent les moissonneuses et répartissent les risques. Cela ne guérit pas la chute des prix ni l'incertitude climatique, mais cela étend au moins un filet pour que personne ne tombe seul dans le vide. Il y a encore des agriculteurs qui se réveillent avant le coq et vont vérifier l'humidité du sol avec une poignée de terre entre les doigts. Ils disent que tant que le maïs essaiera de pousser, ils continueront à essayer d'en prendre soin. Mais leur voix sonne comme un écho qui s'éloigne. Dans les conversations au café, les jeunes racontent que leurs rêves sont à Omaha, dans la logistique, dans les technologies propres. La campagne, affirme-t-il, n'est plus une vie, mais un pari joué avec des cartes marquées. Mississippi. La brume qui flotte au-dessus des champs du delta à l'aube ne sent plus le coton fraîchement ouvert. Elle sent le métal chaud et le goudron, la voix grave des machines qui démontent ce qui fut autrefois une mer de fleurs blanches. Pendant des générations, la région a construit son identité autour du coton, du lait et de la viande bovine. Cette année, cette identité s'effiloche comme un vieux pantalon usé. Le coup décisif ne vint ni du ciel, ni d'un océan lointain. Il est né dans les allées des supermarchés. Le pouvoir d'achat des consommateurs s'est effondré avec l'inflation et, au premier trimestre, la demande de produits laitiers et de viande a chuté d'environ 1/5. Parallèlement, de nouvelles normes fédérales sur les émissions ont obligé les usines de transformation à installer des filtres coûteux et à payer des taxes écologiques non prévues. Plusieurs ont baissé leurs rideaux à Lowndes et Yazoo, laissant des milliers de litres de lait sans acheteur et des bêtes prêtes pour un abattoir désormais fermé. Face à l'impasse, le prix du lait s'est effondré sous le coût de production. Certains éleveurs ont déversé le lait dans des fossés improvisés. D'autres ont abattu une partie du troupeau pour réduire les coûts. La reconversion est vite arrivée. Des fonds d'investissement de Toronto et de Berlin ont acheté des terres dégradées à des prix inférieurs à leur valeur cadastrale, non pas pour cultiver, mais pour y installer des panneaux solaires ou des entrepôts logistiques. La lumière bleue des modules photovoltaïques a remplacé le blanc du coton duveteux et le vert tendre de la luzerne, créant un horizon de miroir qui ne nourrit plus personne. Le filet de sécurité non plus n'a pas tenu. L'assurance agricole fédérale, prisonnière de ses propres déficits, a reclassé l'État en zone de faible priorité, ce qui a réduit les indemnisations. Les demandes d'indemnisation pour perte de maïs et de riz ont été rejetées par des lettres impersonnelles.
Avant même que l'appel arrive, beaucoup d'agriculteurs avaient déjà rendu les clés de leur tracteur à la banque. Dans les écoles rurales, les enfants partagent désormais leurs livres car le district a perdu l'impôt prélevé sur les fermes. La fanfare scolaire a rangé ses instruments. Il n'y a plus d'argent pour réparer les clarinettes. Les anciens acheteurs du Delta déplacent désormais la production canadienne et louent sa fiabilité climatique. Sur un porche de bois qui craque sous le poids des générations, une fermière de 70 ans repasse une nappe brodée par sa grand-mère et dit « Ma famille a nourri le monde. Aujourd'hui, le monde nous tourne le dos. » Puis, elle regarde les réflecteurs solaires qui clignotent au loin et ajoute, presque à voix basse, « Le soleil brille toujours, mais la lumière n'est plus à nous. » Nouveau-Mexique. Entre les plateaux de lave et les pics violets qui parfument l'horizon, les pistaches mûrissaient comme de petites émeraudes. Le piment vert, fierté de Hatch, colorait foires et plats de Sandia à Silver City. Cette année, cependant, l'air tiède sent le déracinement. Les exportations vers le sud se sont effondrées de plus de moitié, après que le Mexique a imposé de nouveaux tarifs en représailles à des disputes sur l'eau et la sécurité frontalière. Le marché intérieur, trop petit, n'a pu absorber une telle vague. L'épine dorsale de cette crise s'est brisée avec la main-d'œuvre. Les journaliers mexicains, experts pour récolter le piment sans casser la plante, ne traversent plus facilement. Le programme étatique de visa temporaire n'a couvert qu'un dixième de la demande. Les champs sont restés à moitié récoltés et le soleil a fané les gousses jusqu'à les rendre brunes et ternes, propres uniquement à l'alimentation animale. Les pistaches ont subi leur propre chemin de croix lorsqu'une tempête de poussière en mars a arraché les plastiques à sec des serres et aveuglé les systèmes d'arrosage. 150 structures se sont effondrées. L'assurance n'a couvert que moins de la moitié. Sans revenu stable, un tiers des familles pistachières ont mis leurs terres en vente avant le solstice d'été. Certains l'ont proposé comme décor de tournage pour l'industrie cinématographique. D'autres ont accepté l'offre d'une chaîne de parcs éoliens. Pendant ce temps, la Colombie-Britannique remplissait les rayons américains avec des poivrons de serre, cultivés sous verre et électricité hydroélectrique subventionnée. À Albuquerque, un chef célèbre se vante d'utiliser du piment doux canadien pour sa saveur stable et son approvisionnement fiable. Chaque bouchée est un coup porté à la fierté locale. Les jeunes émigrent vers le tourisme de Santa Fe ou les plateaux de tournage aux abords de Gallup. Ceux qui restent combattent de la résignation avec un humour sec. Maintenant, on vend des couchers de soleil, pas des récoltes, disent-ils. Mais la blague s'effondre quand la dernière quincaillerie du village ferme. Les autorités étatiques tentent d'attirer des travailleurs avec des primes de réinstallation. Personne ne répond. Pendant ce temps, à Regina, des dizaines de demandes d'anciens agriculteurs du Nouveau-Mexique sont traitées, prêts à échanger le désert contre le froid. Floride, la ceinture des agrumes. Il suffit de presser une orange pour comprendre l'âme de la Floride. Du moins, c'est ce que disaient les vieux travailleurs agricoles quand le jus coulait doux et abondant. Aujourd'hui, les fruits pourrissent sur les branches avant d'atteindre le panier. Le coupable, l'empoisonneur silencieux appelé citrus greening, ronge les racines depuis des années. Cette année, il a franchi une ligne invisible. 6 orangers sur 10 dans le centre présentaient des feuilles jaunissantes qui ne promettent de plus de fruits. Les pertes ont dépassé $1 milliard en à peine 5 mois. Un chiffre que le Mutual agricole de l'État a prononcé d'une voix tremblante comme un rapport de guerre. Le désastre agronomique n'est pas venu seul. Des pluies torrentielles ont frappé Highlands, inondant des canaux de drainage conçus pour des orages moins violents. Puis, un claquement de glace a surpris les producteurs de fraises d'Alachua. Une gelée tardive a brûlé les fleurs avant leur fructification. Les producteurs ont tenté de se tourner vers la canne à sucre, mais se sont heurtés à un mur réglementaire. Le district hydraulique a encore réduit les prélèvements dans le lac Okeechobee. Planter sans eau en Floride, c'est danser sans musique. La main-d'œuvre, fatiguée des salaires stagnants et des contrôles migratoires, a trouvé de meilleurs salaires en Alabama et en Géorgie. Walmart et Publix, désireux de remplir leurs rayons, ont signé des accords avec des coopératives de Colombie et du Pérou pour des tomates et des oranges industrielles. La logistique est ironiquement moins chère que d'attendre la récolte locale. Des centaines d'emballeurs, cœur de la chaîne, ont fermé à Lake Wales et Ocala. Le rugissement des tapis roulants s'est éteint. À sa place, on entend le grincement des cadenas. Les eaux de l'Ontario et du Québec, à l'abri des ouragans, ont alimenté des plantations de fruits à noyaux et des usines de jus conditionnés. Leurs caisses sont arrivées à Jacksonville avec l'étiquette « Produit du Nord » et un prix impossible à égaler. Les Floridiens, étonnés, achètent à contre-cœur ce jus nordique qui reste plus longtemps sur les étagères que l'orange locale. Les villages dépendants de l'agriculture se vident. Stations-service fermées, bus scolaires sans passagers, motels abandonnés où les livreurs de pizza s'arrêtent pour photographier un passé récent. Sur la route d'État, un panneau rouillé proclame encore « Bienvenue dans l'État orange ». En dessous, quelqu'un a tagué « À vendre ».
Dans un verger d'agrumes près de Bartow, un homme aux cheveux gris coupe le dernier fruit sain pour l'offrir à sa petite fille. Elle le goûte, fait une grimace aigre et le laisse à moitié manger. Le grand-père le regarde, résigné. « Ce n'est pas ta faute, ma fille. La douceur est partie chercher un autre climat. » 8 États, 8 langues de terre qui chantaient autrefois à l'unisson dans la symphonie agricole des États-Unis, aujourd'hui désaccordés sous la même partition de coûts insoutenables, de climats vindicatifs, de marchés qui regardent ailleurs et d'un pays voisin qui étend son ombre fertile. Ce n'est pas un effondrement soudain, c'est un effritement couche après couche, l'absence de main-d'œuvre, la soif des sols, la fermeture des usines, la fuite des jeunes, la faillite silencieuse des familles. Le grain qui partait autrefois vers l'Est, les fruits qui remplissaient dans les hivers lointains, le lait qui blanchissait les petits déjeuners, tout cela change de drapeau sans changer de route.